Donc bonjour, je suis, Sandrine Laramendi, donc paysagiste et urbaniste au sein de Plantécité. Donc Plantécité, est donc un organisme national d'études et d'expérimentation basé à Angers. Donc notre centre technique assure le transfert des connaissances scientifiques vers les professionnels des espaces verts, du paysage et les collectivités territoriales. Nous produisons, ensuite des ressources qui répondent donc aux besoins et attentes prioritaires de ces professionnels. Donc avec mon collègue Jean-Philippe Tessier, donc nous sommes, heureux de vous accueillir, aujourd'hui pour ce webinaire qui est donc consacré au projet d'aménagement des abords de Notre-Dame de Paris. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre du programme d'études, ARCHE, qui bénéficie, du soutien financier de l'interprofession Valor, de l'horticulture, du paysage et de la floristerie, ainsi que de l'Agence nationale de la cohésion des territoires dans le cadre du programme Action cœur de ville. Donc ce webinaire, il est également organisé en partenariat avec le réseau Cité remarquables de France. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui, pour 1 heure, un peu plus d'1 heure, avec un temps d'intervention qui sera suivi par un temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc pour information, vos micros et caméras sont coupés, et nous vous invitons à poser vos questions, sur le module questions-réponses, qui est situé donc, en bas de votre écran. Et nous-mêmes, nous partagerons, des liens ou vous-même pourrez partager des informations sur le module, discussion. Donc le programme d'études ARCHE porté par Plantécité a débuté en 2023 et s'achèvera en 2025 avec la production de ressources utiles pour concilier les enjeux de préservation du patrimoine historique et les défis écologiques. Et ces ressources, elles seront accessibles à tous, que vous soyez ou non donc, adhérent à Plantécité. Nous avions organisé un premier webinaire, l'année dernière qui était consacré au sujet de la planification avec l'exemple du, plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rochefort, donc que vous pouvez toujours, revisionner. Aujourd'hui donc, nous vous proposons d'aborder le sujet du réaménagement des abords de monuments, historiques avec ce projet emblématique des abords de Notre-Dame de Paris. Donc ce projet, il est actuellement en phase étude avec un début de travaux qui est prévu pour, 2025. À la suite de l'incendie, de 2019, la ville de Paris a engagé ce projet de réaménagement et de valorisation des abords en complément du chantier de reconstruction de l'édifice. Donc un diagnostic patrimonial et paysager a été réalisé entre 2019 et 2020, pour alimenter un cahier des charges, du projet des abords. Et donc c'est en 2021 que la municipalité a lancé un dialogue compétitif qui a permis de retenir un concepteur. Et donc ce dialogue compétitif, il a été remporté par le groupement, donc dirigé par le paysagiste, Passemets. Donc c'était en 2022. Donc pour présenter ce projet, nous sommes très heureux aujourd'hui, d'accueillir, nos 2 intervenants qui sont donc Avila Tourny, qui est architecte et urbaniste, adjointe à la division, réglementation et stratégie urbaine à la direction des espaces verts de la ville de Paris, ainsi que Basmets, donc paysagiste, mandataire, de ce projet. Donc on vous remercie tous les 2. Et avant de leur passer la parole, donc j'invite, mon collègue Jean-Philippe, Tessier, qui est paysagiste concepteur de pouv et chargé d'études sur le projet ARCHE, à nous faire une présentation rapide de ce projet. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça a l'air d'aller. Donc, je vais vous présenter le programme ARCHE. Il s'agit donc de chercher et d'analyser des exemples de projets d'aménagement vertueux qui conjuguent la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique et l'adaptation aux principaux enjeux écologiques. Quels sont les outils et les démarches qui permettent de conjuguer dans les projets d'aménagement le patrimoine historique et l'écologie? Et comment répondre finalement aux besoins du présent, du futur, sans compromettre et dénaturer l'héritage du passé. Petit problème. Voilà. Donc les records de température bondissent. Je vous ai mis probablement la pire carte qui existe et la plus anxiogène qui existe sur les annonces sur les températures dans les prochaines années. Les villes sont en surchauffe. Or, traditionnellement, en fait, depuis le 19e siècle et l'émergence de la conscience patrimoniale, on minéralise et on imperméabilise les sols et puis on fait place nette pour valoriser les monuments historiques. Alors, on pense surtout au parvis des églises, des cathédrales. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui.
qui sont des îlots de chaleur étouffants en période de canicule. Mais l'évolution du climat fait aussi apparaître de nouvelles formes de parasitisme, par exemple, des maladies qui nécessitent de remettre en question certaines traditions de choix d'essence dans les alignements d'arbres historiques. Au canal du Midi, après les avoir abattus parce qu'ils étaient malades, on ne va évidemment pas replanter des platanes, puisque cette essence est pourtant inscrite dans les plans historiques, elle fait partie d'un imaginaire, elle fait partie de notre patrimoine. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, il faut arriver à dépasser cette opposition entre l'écologie d'un côté et le patrimoine de l'autre. On a d'un côté les instances patrimoniales garantes de la conservation et de la transmission du patrimoine, les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes du patrimoine, les historiens, mais aussi les archéologues. Et puis de l'autre, les acteurs du paysage et de la nature qui sont sensibilisés aux enjeux écologiques. Ce sont deux mondes qui ne se connaissent pas si bien et qu'il faut arriver à culturer réciproquement et donc à hybrider. L'enjeu de ce projet, c'est de savoir comment s'y prendre. Euh, on sait malgré tout qu'il y a quelque chose de positif, c'est que dans les deux cas, les objectifs sont tournés vers la transmission et vers les générations futures. Il existe des projets vertueux où les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les instances patrimoniales se sont coordonnés pour adapter les espaces publics aux enjeux que nous connaissons, et c'est ces projets-là qui nous intéressent. Dans cette étude, on va ainsi se pencher sur plusieurs typologies de projets à plusieurs échelles, autant urbaines que rurales, autant au nord qu'au sud du territoire français et dans des contextes patrimoniaux de différentes époques. On va s'intéresser aux plans de sauvegarde et de mise en valeur, les PSMV, au centre-ville, au centre-bourg, au parvis, au petit patrimoine rural, au renouvellement des strates arborées en site historique, à la gestion écologique des parcs historiques, mais aussi à la cohabitation entre espèces animales menacées et patrimoine historique. Les objectifs, c'est de donner à voir des expériences réussies, d'identifier des marges de manœuvre des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre au regard des enjeux patrimoniaux et d'analyser les difficultés rencontrées et de déterminer les leviers d'action pour les surmonter. Pour nous accompagner sur ce projet, on a un comité de pilotage d'environ 25 experts qui se réunit une fois par an, mais à qui on peut poser des questions ponctuellement. Donc, c'est des membres issus des réseaux tels que Cité Cité, des institutions, du monde enseignant, de la recherche avec des historiens, chercheurs, des gestionnaires publics avec la ville de Lyon, la ville d'Angers et puis la ville d'Angoulême, des élus, des maîtres d'œuvre, paysagistes, des paysagistes spécialisés dans les enjeux de patrimoine, des services qui accompagnent les maîtrises d'ouvrage, les CAUE, les architectes du patrimoine et les écologues. On est à un moment charnière de notre étude et de notre projet, puisqu'on récolte et on engrange beaucoup d'informations, mais on commence déjà à synthétiser et à produire de l'analyse. Dans le détail, vous voyez que nous avons déjà réuni une première fois notre comité de pilotage. Sandrine l'indiquait tout à l'heure, qu'un premier webinaire sur le PSMV, donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Rochefort, s'est tenu l'année dernière, et que la récolte d'exemples inspirants va continuer jusqu'au début de l'été, puisque nous allons attaquer nos premiers reportages pour les études de cas dans les prochaines semaines. Enfin, pour terminer, je vous invite, c'est très important parce qu'on a besoin de vous, à venir témoigner de vos expériences de projet sur notre questionnaire, en ligne évidemment sur le thème que je viens d'évoquer. Et ce questionnaire est en ligne depuis la fin du mois de janvier et il restera disponible jusqu'au 30 avril 2024. On recherche ce type d'initiative et on compte sur vous pour le diffuser le plus largement possible. Vos contributions nous seront extrêmement utiles et je vais tout de suite donner la main à Sandrine pour la suite. Merci beaucoup Jean-Philippe. À présent, je vais passer la parole à Avila Tourny qui va nous présenter déjà le travail du commanditaire, on va dire, du projet et les étapes préalables à ce projet. Oui, bonjour à tous. Merci. Je vais vous présenter en effet pour la ville de Paris une étude préalable au lancement des études du concours. Alors, attendez, je cale la présentation. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est parfait. Très bien. Alors oui, effectivement, je vous remercie de cette invitation à contribuer à ce webinaire et à aborder cette question
est une des questions effectivement au centre de notre attention à Paris dans le développement des projets, c'est-à-dire concilier les enjeux écologiques et d'adaptation au changement climatique avec les patrimoines et paysages protégés parisiens. Donc, je suis Avila Tourny, architecte et urbaniste. Je suis adjointe d'une division à la direction des espaces verts et de l'environnement à l'Agence d'écologie urbaine. Et cette division est chargée de suivre les volets paysagers de projets, notamment celui-ci, et de plans prospectifs comme le plan arbre ou la classe de paysage de Paris. Donc, je vais vous présenter une démarche que nous avons menée à la ville de Paris en amont du lancement du concours de réaménagement des abords de Notre-Dame de Paris. Donc, quelques éléments de contexte, mais vous en avez déjà un peu parlé. Donc, c'est au printemps 2021, un peu moins de 2 ans après le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui l'a ravagée, que la ville a engagé officiellement la procédure internationale de passation d'un marché de concepteurs. Donc, cette sélection de maîtres d'œuvre, architectes, urbanistes, paysagistes et autres expertises, a été faite sous la forme d'un dialogue compétitif avec 4 équipes pluridisciplinaires sélectionnées en septembre 2021 lors d'un jury. Et au bout d'un long processus de dialogue, le projet lauréat a été annoncé le 27 juin 2022. Donc, Basmets vous présentera ensuite le projet en second temps de ce webinaire. Pour ma part, je vais vous parler donc de la phase amont, car dès début 2021, la concertation pour la préparation du cahier des charges du concours a été menée avec le public. Et pour les services de la ville, cela a consisté à la production d'études urbaines, écologiques et historiques. Donc là, c'est vraiment, cette étude-là, c'est qu'une petite partie de tout un ensemble d'études beaucoup plus fouillées. Et elle visait à fixer les objectifs du cahier des charges de la consultation. Et il nous a semblé important de compléter cette matière avec ce diagnostic qui fait la synthèse pour nous des enjeux de nature et de préservation du patrimoine architectural et paysager. Et nous avons choisi de la confier à une équipe qui possède des compétences en paysage et jardin historique, en patrimoine et en expertise arboricole. Et donc, à un groupement mené par une paysagiste, Marie-Pierre Gosset, formée au reconnu master jardin historique de l'école d'architecture de Versailles, à un expert en arboriculture, Denis Miraillet, et une architecte du patrimoine, Victoria Panushkina-Moulet, que je remercie pour leur travail. Alors, cette étude visait 2 objectifs. D'abord, fournir aux futurs concepteurs une analyse critique des structures végétales en place, qui découle en fait de l'analyse de l'histoire du site et qui a été, nous le verrons finalement, en constante évolution. Puis, un second apport pour nous indispensable, pour le projet en tout cas, était la connaissance du fonctionnement visuel du site, à hauteur d'homme donc, déterminer les vues où le végétal forme une association avec le minéral, le plus souvent harmonieuse, et à partir de là, pouvoir déterminer pour les projets les emplacements, par exemple, où on pouvait densifier la végétation. Je vous présenterai aussi les recommandations générales retenues de cette étude pour les concepteurs du projet. Et pour finir, j'aborderai brièvement l'outil de l'indice de canopée que nous avons utilisé à titre expérimental pour évaluer la capacité d'ombrage et de rafraîchissement du site avant et après projet. Donc, en complément d'une étude historique détaillée qui avait été donnée aux candidats, nous avons souhaité travailler plus en profondeur l'évolution des jardins pour justement éviter de tomber dans ce qui est souvent un piège en contexte patrimonial, il me semble, qui est de considérer que l'état actuel du site est nécessairement un état de référence absolu, qu'il convient de maintenir par tous les moyens, alors que parfois il est aussi la somme de diverses décisions prises au fil de l'eau. Donc pour cela, je vous invite à rentrer, à vous plonger dans ces cartes et dans l'histoire de ce site qui est particulier et découvrir les étapes qui l'ont marqué. Donc, pour nous, ça nous a permis de déterminer la valeur historique et l'authenticité de ce paysage. Donc, commencer par la pointe de l'île de la Cité, aussi appelée square de l'Île-de-France aujourd'hui. Donc, jusqu'au XVIIe siècle, la pointe de l'île de la Cité est une langue de terre nue, comme vous le voyez, avec des talus en terre où l'on fait simplement paître les bêtes. Au milieu du XVIIe siècle, le plan de Jean de la Grive, ici, au centre, nous montre un terrain orné d'un jardin régulier, d'agréments entièrement clos de murs. Et après 1809, un nouveau jardin attribué à Gabriel Thoin, de style irrégulier cette fois,
parcouru d'allées sinueuses, prend place sur les emprises qui ont été partiellement libérées par la destruction du palais de l'archevêché. Donc la pointe de l'île est marquée ensuite à la fin du 19e et 20e siècle par 3 projets très différents. En 1864 est construite la fameuse morgue de la pointe de l'île par le baron Haussmann, qui est déplacée en 1913. Puis en 1927 est mis en place un nouveau jardin de style régulier à nouveau. En 1960, le mémorial des martyrs de la déportation est construit à son extrémité. Son architecte, Georges-Henri Pingusson, intervient de manière tout à fait minimaliste. Il évite la pointe de l'île pour y placer le monument que vous connaissez, qui est toujours en place aujourd'hui, et il conserve les arbres en place, sauf 3. Mais en 1985, les arbres du square sont abattus, sauf un saule pleureur. Et enfin, en 1996, 4 mûriers sont plantés. Donc, vous voyez les frondaisons basses ici, qui cadrent toujours aujourd'hui les vues, mais les masquent aussi partiellement. Donc, ces profondes vues sur la Seine amont. Il y a aussi la clôture du square qui est récente et qui est devenue un obstacle visuel entre le jardin Jean 23 et ce square de l'Île-de-France. Square qui a été aussi séparé par progressivement une voie aménagée pour le trafic automobile. Donc c'est dans l'ensemble un jardin assez composite qui nous parvient aujourd'hui. Et j'en viens au second square qui se trouve au chevet de Notre-Dame, le square Jean 23. Donc jusqu'au XVIIe siècle, au sud de Notre-Dame, le palais épiscopal laissait finalement peu de place au jardin. Au XVIIIe siècle est créé un jardin le long du quai, sur la Seine, composé de parterres réguliers et d'alignements d'arbres. En 1813, les jardins ont disparu, ainsi que les arbres, au profit de la création du quai de l'archevêché, que vous voyez ici. Et en 1836, après la démolition de l'archevêché, une promenade publique et un jardin de composition assez minimaliste voit le jour au chevet de la cathédrale avec un mail d'arbres qui est vidé autour d'une fontaine dont on hérite aujourd'hui. Et donc, sur ces vues autour de 1860, on constate alors l'absence de percée visuelle véritable sur le chevet, qui est séparé par 2 alignements d'arbres. Fin 19e siècle, donc en 1877, le dessin du square est modifié au profit d'un axe visuel valorisant le chevet et les arcs-boutants. Donc les arbres du mail qui s'interposaient dans la perspective sont enlevés. En 1911, un jardin de style régulier est composé, qui est inspiré du plan de Jean de La Grive du XVIIIe siècle. Et il est partagé entre des plates-bandes que vous voyez là au centre et des groupes d'ormes-pleureurs. Après 1930, les derniers arbres dans l'axe visuel du chevet sont abattus et remplacés par un cordon végétal arbustif. Et enfin, avant 1970, les 28 marronniers du jardin sont tous abattus et remplacés par des tilleuls. Donc, nous avons tiré de tout ça une analyse historique et une datation des structures végétales actuelles que vous voyez représentées sur ce plan réalisé par l'équipe chargée de l'étude et qui nous a été très utile. Et donc, on perçoit que les squares Jean 23 et de l'Île-de-France sont des figures paysagères relativement récentes finalement, que ce soit dans leur composition que dans leur patrimoine végétal, mais surtout elles ont un caractère composite. Elles sont la somme d'ajouts de différentes époques, que vous voyez avec la datation ici. Alors, le second volet qui était indispensable pour nous dans cette étude était de connaître le fonctionnement visuel du site et le rôle des masses végétales dans sa mise en valeur. Nous avons constaté donc, dans l'étude historique trois processus sur le temps long. Donc, l'écran végétal de Notre-Dame s'est dessiné et s'est étendu au fil du temps. En second temps, il y a également eu un processus long d'ouverture et de découverte finalement du site et du monument qui a été permise par le dégagement des quais et du chevet, par l'aménagement des squares et les promenades plantées dont je vous ai parlé. Et troisièmement, le site a arboré petit à petit une dimension jardinesque qu'il n'avait pas au début.
Donc, on retrouve dans l'étude complète aussi la zone d'influence visuelle qui avait été réalisée à partir d'un arpentage de terrain effectué à pied. Et ici, certains cônes de vue, tous n'y sont pas, proches, représentés ici en plan. Donc, il est apparu qu'en fait, les zones de visibilité sont assez larges et continues le long de la Seine. Donc, on le voit ici, depuis le square René Parodi, par exemple, morcelé depuis les quais bas, cadré par l'architecture et les ponts, et récurrente depuis le passage sur les différents ponts qui scandent la Seine, et assez kaléidoscopique, enfin en tout cas très cadré, depuis les rues adjacentes, avec des vues rapprochées et très cadrées. Donc les vues pittoresques aussi, les plus représentées dans l'histoire de l'art, nous ont renseigné sur les angles de vue du site qui étaient les plus frappantes et qui sont encore les plus frappantes ou les plus harmonieuses. La cathédrale a été peu à peu isolée du bâti pour offrir aux visiteurs une multiplicité de points de vue. Et on constate qu'au fil du temps, à l'appui de ces représentations, c'est avant tout le cadrage des ouvrages, de l'architecture des berges de Seine et du tissu urbain alentour qui mettent en scène véritablement la perception du monument. Et la présence végétale forme un accompagnement dans les vues lointaines, mais sans jamais obérer ces vues à cette distance-là. Nous avons constaté aussi que certaines structures végétales récentes n'ont pas nécessairement été pensées, on en a déjà parlé, mais la plupart des masses végétales près du monument, en tout cas, le mettent en valeur plutôt que le masque et apportent bien sûr une ombre de grande emprise bienvenue. Alors, cette présence végétale réfléchie se retrouve aussi côté parvis, avec les premiers arbres structurants du site qui datent du remaniement post-haussmannien. Alors, planté à quelques mètres seulement à droite du portail de la cathédrale, se trouve un alignement de platanes assez monumentaux. Et nous avons trouvé dans le cadre de cette étude un plan de 1878 qui précise la ligne de limite d'implantation. C'est ce qui est écrit ici, cette flèche. D'implantation. Donc, il y avait vraiment une intention de définir la limite de plantation de ce grand bosquet qui forme un cadre au dialogue entre végétal et architecture et qui forme un contrepoint végétal à la lecture du portail occidental, une lecture ascensionnelle, et cadre aussi les vues depuis la rive gauche. Donc, de ce groupe d'arbres perdurent toujours aujourd'hui 5 platanes et 2 sophoras, qui offrent en plus un couvert végétal très important et une zone de fraîcheur sur le parvis. Enfin, dans l'étude, le plan d'analyse des structures arborées a permis d'identifier l'ancienneté et la pertinence de chacune des masses végétales, d'un point de vue du paysage, mais aussi de l'ombre qu'ils apportent. Donc la présence des alignements ou quinconces au chevet de la cathédrale forme par exemple un ensemble, une canopée quasi continue, qui est un véritable îlot de fraîcheur structurant pour le site. Voilà, et le croisement final de l'analyse des masses végétales et des cônes de vue a donné ce plan qui a permis d'identifier que, d'une part, à l'échelle des berges, le déroulé de la Seine forme un magnifique couloir visuel qui approfondit le champ de vision et met en relation les hauts monuments de Paris, dans lequel la cathédrale joue un rôle central, ascensionnel dans la ligne d'horizon bâtie, avec sa flèche récemment retrouvée. Et de ce diagnostic, donc il a semblé important de tirer les préconisations suivantes. Donc, déjà de scénariser la découverte, de continuer à scénariser la découverte du monument et de pérenniser les perspectives sur la façade occidentale, notamment depuis les quais bas, de conforter le rôle du végétal qui joue un rôle d'écrin, mais aussi d'écran visuel. Et pour cela, le plan qui est présenté ici montre justement les zones capables, celles qui peuvent, sans remettre en cause les vues sur Notre-Dame, être plantées soit de strates basses, soit de plantations d'arbres de haute tige, suivant les situations. Et enfin, il a été identifié grâce à cette étude que renforcer notamment les mailles
autour du parvis par de nouvelles plantations mettraient justement opportunément à distance les façades de la préfecture et de l'Hôtel-Dieu pour se tourner vers l'objet principal de la contemplation. Donc, en synthèse de cette étude, nous retenons de ce travail collégial, d'une part, une permanence des points de vue sur le site qui semble cadrée avant tout par les ouvrages des berges de Seine et l'architecture, mais une évolution des compositions végétales suivant la mode du temps et le plus souvent non gênante pour les points de vue lointains ou proches. Et donc, les enjeux soulevés et recommandations générales pour le concours, hein, pour le dialogue compétitif, en plus des préconisations que j'ai évoquées précédemment, visaient alors, d'abord, valoriser la lecture du monument depuis le périmètre opérationnel, mais pas seulement, aussi depuis la rive gauche. En second temps, de trouver la cohérence du parvis, du square 2023 et du square de l'Île-de-France. Et finalement, de maintenir et développer la strate arborée et concilier la lecture paysagère du site et du monument et favoriser la biodiversité et des sols vivants et le rafraîchissement. J'ai loupé une diapositive, voilà. Et finalement, je voulais vous parler rapidement de l'outil de l'indice de canopée, dont le plan climat, le plan biodiversité et le plan arbre de la ville de Paris ont fixé l'objectif à l'échelle du territoire parisien d'une augmentation de 2% d'ici 2030, donc de 21% à 23%. Donc l'indice de canopée étant, vous le savez peut-être, ce pourcentage de surface d'un territoire qui est couvert par la projection au sol du branchage des arbres, là, au pied. C'est cette surface qui est à l'ombre, hein, finalement. Donc c'est une des actions prévues par le plan arbre que d'utiliser cet outil qui est habituellement mobilisé pour mesurer l'étendue de la canopée et sa croissance à l'échelle de tout Paris, à titre expérimental sur un seul site de projet. Et donc, on avait choisi le site de Notre-Dame, des abords de Notre-Dame. Donc, nous avions regardé pour les 4 projets, plus précisément, la surface de canopée actuelle et aussi estimer les plantations prévues dans chacun des projets. Voilà. Donc, il en ressort aujourd'hui que le site est couvert d'environ 9000 m² par le feuillage des arbres. Et le projet retenu, en plus d'autres grandes qualités écologiques et paysagères, avait aussi l'avantage d'augmenter de près de 3000 m² supplémentaires l'ombre au sol des arbres plantés quand ils seraient à maturité. C'est comme ça qu'on a calculé. Donc cette estimation nous permet de sortir de la comptabilité habituelle et peut-être un peu limitée parfois du nombre de sujets plantés pour donner une idée plus globale finalement d'un rafraîchissement et d'un ombrage augmenté à partir de ce volume foliaire des arbres projetés. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je serais ravie de répondre à vos questions après la présentation de Basmet, à qui je cède la parole. Voilà. Oui, merci à Villa Tourny. Effectivement, les questions, on voulait retransmettra à l'issue de la présentation de base. Mais en tout cas, merci pour cette présentation qui permet nous permet de mieux connaître l'histoire de ces abords de Notre-Dame de Paris et puis aussi comment cette connaissance elle a pu nourrir les éléments du programme que vous avez soumis au concepteur, hein, alliés aussi à ces intentions des plans climat, biodiversité. Et donc, je vous remercie pour cette présentation. Et je vais inviter maintenant Basmet à partager son écran pour nous faire, quant à lui, la présentation du projet à proprement parler des abords. Merci. C'est bon, Merci on voit beaucoup. votre écran. C'est impeccable. Voilà, parfait. Et merci à Villa Tourny parce que ces documents, comme ça a été dit, faisaient partie de la dialogue compétitif et nous ont guidés, nous ont aidés à concevoir le projet. Chacun de ces plans, chacune de ces cartes, on les a étudiées. Du coup, je pense que c'est très utile de les avoir vues avant ma présentation. Je vais vous expliquer en 15 minutes la philosophie de nos choix, la façon qu'on a conçu le projet
projet qui va prendre plusieurs années. On commencera les travaux en 2025, pour au moins 3 ans jusqu'à 2028. Du coup, l'importance d'avoir une philosophie solide pour un projet aussi important. Et dès le début, et c'est important de le dire, on a d'abord imaginé l'équipe pour ce projet. Et du coup, on est au total 8 membres de ce grand groupement, avec les architectes Grau et NGA, avec Ingerop, avec Franck Boutet, avec les éclaireurs, avec Chronos, avec Bruno Dur pour tout ce qui est fontainerie. Du coup, on a une grande intelligence collective avec laquelle on a conçu le projet. Mais au départ, on a voulu regarder la réalité physique du lieu et quelque part l'histoire du lieu. Parce que comme vous le savez, Victor Hugo appelait l'île de la Cité le berceau de Paris. Et ce qui est intéressant de voir à travers quelques étapes, c'est que non seulement le contour de cette île ne cessait pas d'être modifié, aussi son urbanisme ne cessait pas de changer. Et quelque part ici où la ville romaine avait été construite, on peut imaginer l'île de la Cité comme une sorte de laboratoire de formes urbaines, de formes paysagères, qui ensuite ont aidé au développement de Paris. Du coup, le moment que la ville lance un concours pour les abords de Notre-Dame sur l'île de la Cité, le berceau de Paris, on s'est dit quel espace public pour la ville de demain. C'était ça vraiment la question qu'on avait en tête quand on avait commencé le concours. Alors tout d'abord, on a fait une lecture de l'existant, bien comprendre le point de départ. Et ce qui nous avait intrigué, c'est que toutes les figures parisiennes, comme Parvis, Placette, Square, Berge, Alignement, tout était présent sur site, mais d'une façon plus ou moins fragmentée. Et comme vous le savez, la grande qualité de l'espace public à Paris, c'est qu'il y a cette cohérence de cette typologie qui reviennent partout, qui donne vraiment une sorte de lecture homogène de l'espace public. On s'est dit, est-ce qu'on peut réinterpréter, est-ce qu'on peut faire évoluer ces figures historiques pour les rendre plus climatiques et peut-être aussi plus collectives. Avec Franck Boutet, justement, on a travaillé sur la tendance climatique. Ça a été montré tout à l'heure. En 2050, en 2100, on risque de fortement augmenter la température et les périodes de sécheresse. Comment répondre à cela dans la conception de l'espace public? Quand on a regardé le site proprement dit, on s'est rendu compte qu'il y a cet axe très important qui va de l'ouest à l'est, qui d'ailleurs aussi coupe la crypte archéologique, la fontaine, et qui produit une sorte de double mouvement, l'axe religieux qui va de l'ouest à l'est et qui va rencontrer l'axe du fleuve, de la Seine, qui va de l'est à l'ouest. Cet axe est doublé au nord par les façades haussmanniennes de la rue du Cloître Notre-Dame et au sud par les berges de Seine et la Seine elle-même. Et du coup, on trouve ça très, très intéressant de trouver cette qualité géographique, je dirais, de cette île, dans ce fleuve, dans cette vallée de la Seine. Ensuite, en regardant l'espace disponible, on s'est rendu compte que l'espace devant la cathédrale est aussi grand que l'espace derrière, qui est moins évidente aujourd'hui avec le quai de l'Archevêché et le stationnement de part et d'autre qui coupe cet espace en deux. Mais on trouvait intéressant aussi cette presque trinité d'espace, aussi sachant que historiquement l'espace devant, l'espace à l'ouest était plus un espace mondain, tandis que l'espace à l'est, c'était plus l'espace spirituel qui justement regardait la source de la Seine. On avait transcrit ou quelque part dans ce schéma qui nous accompagnait tout le long et qui pour moi exprime cette peut-être volonté géographique ou territoriale du projet de trouver cette longueur, hein, ces 400 mètres de la rue du Cloître, Notre-Dame, ou les 400 mètres de Berge de Seine, et cet espace devant et derrière la cathédrale.
Ensuite, toujours dans le souci d'être exemplaire, de trouver la réponse juste, on a fait cette isométrie qui reprend vraiment tous les éléments du site avec les arbres à la bonne échelle, la bonne canopée, la bonne hauteur. Et on se rend compte que justement ce parvis devant, il a pas mal évolué dans le temps. Il est le résultat des adaptations. D'un côté, il y a quelques marches et les bancs. De l'autre côté, il y a quelques jardinières. L'entrée vers la crypte, l'ancienne entrée vers le parking, finalement assez mal définie pour un lieu aussi important. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas retrouver une sorte de forme simple, la largeur de la cathédrale, la longueur de la cathédrale, comme parvis, intérieur, extérieur, très, 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 très clean comme design, et de l'imaginer entouré d'arbres des trois côtés. Comme ça a été dit, là où auparavant il y avait les entrées du parking, on va les remplir de terre et ce double alignement va devenir un alignement de cinq lignes pour mettre à distance la rue de la Cité, aussi la préfecture de police, pour créer une sorte de place arborée, une placette arborée quand on arrive sur le parvis. De l'autre côté, on conserve dans son état le square Jean 23, ainsi que son mobilier. La seule chose qu'on propose ici, c'est d'agrandir la pelouse existante autour de la fontaine de la Vierge, de l'agrandir pour avoir une pelouse praticable qui va aussi dévoiler la vue magnifique sur le chevet, une vue qui est pas assez visitée, pas assez connue, et aussi pour créer une connexion entre ce chevet et la Seine en déplaçant la clôture du square de l'Île-de-France et en enlevant les stationnements du quai de l'Archevêché. La rue deviendra une rue pour les bus, les taxis, les riverains, plus une rue publique, ce qui nous permet d'agrandir le square de l'Île-de-France. Ensuite, les plantations devant l'Hôtel-Dieu, on propose de les continuer dans la rue du Cloître Notre-Dame, ici pour bloquer le vent, parce qu'il y a un effet Venturi qui fait qu'en hiver, il y a un vent très désagréable pour les visiteurs de la cathédrale. On va le bloquer avec ces arbres, tandis que de l'autre côté, on propose de créer un véritable parc de berges en conservant tous les arbres et notamment les platanes qui sont là, aussi les cerisiers du Japon qui ont été plantés le long de l'eau, mais d'aller étoffer, d'aller amener de nouvelles espèces le long de ce promenade de 400 mètres qui amène depuis le petit pont et la rue de la Cité jusqu'au mémorial de Pingusson. Et du coup, réellement, une série de figures urbaines qui étaient déjà là, mais qu'on va faire évoluer pour dessiner le projet. Cela donne cette image, le parvis qui est déjà une clairière bordée d'arbres des trois côtés, triple alignement ici devant l'Hôtel-Dieu, les cinq lignes d'arbres sur la placette arborée, et les arbres qu'on va positionner derrière les arbres existants pour ne pas modifier les coins de vue, comme ça a été exposé juste avant. Mais du coup, je trouve c'est important que le parvis, cette place devant la cathédrale, devienne presque une figure aussi paysagère comme cette clairière, qui va permettre aussi aux visiteurs, il y en a 14 millions attendus, de s'abriter du soleil, de la canicule, comme imprévu dans les années à venir, dans l'ombre de ces arbres. Comme par exemple ici, assis sur un banc, depuis l'ombre, on a la vue magnifique de la cathédrale qui trouve une sorte de nouvelle allure dans son écrin végétal. On a beaucoup réfléchi au sol du parvis. Le nom parvis vient du mot paradis. Et pour nous, c'est cette fine tranche qui crée la relation entre tous les effets météorologiques et tout ce qui est géologique. Vous le savez peut-être, mais Paris est très riche en sous-sol avec la craie, la pierre calcaire. Paris s'est construit avec ce qu'elle avait trouvé dans son sous-sol.
Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas retrouver une pierre calcaire de la même teinte que la façade et même continuer le calpinage de l'intérieur de la cathédrale à l'extérieur. Du coup, on propose des dalles de 65 sur 65 à 45 degrés, le fait de continuer le damier de l'intérieur à l'extérieur. On a une place minérale étanche, parce qu'en dessous, il y a la crypte romaine, ce qui veut dire qu'on peut parfaitement récolter les eaux de pluie. Et ces eaux de pluie, on propose de les réutiliser comme une fine lame d'eau au-dessus du parvis en temps de grande chaleur, qui va produire un effet adiabatique, ce qui veut dire que l'évaporation va réduire la température de l'air de au moins 5 degrés. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut programmer plusieurs fois par jour quand il fait très chaud pour créer cette fine lame d'eau voilà, qui descend doucement vers un caniveau 20 mètres avant la cathédrale et qui n'est pas imaginé comme un miroir d'eau, mais plutôt des reflets éphémères qui s'évaporent aussi vite et qui créent cette réduction de température ressentie importante. Le projet, on l'a testé en maquette, une grande maquette à 2 centièmes qui a été montrée au pavillon de l'Arsenal et qui nous a permis vraiment de prendre en compte les hauteurs ici, par exemple, des platanes, positionner les arbres verts derrière les masses existantes, garder les cônes de vue et tester à chaque fois à grande échelle les propositions. Le parking sera transformé en centre d'accueil. Cela a été conçu par les architectes Grau et NGA et on a positionné les entrées, l'entrée et la sortie dans l'axe de la cathédrale et cela donne une double vision. Quand on entre, on a la vision descendante de la cathédrale qui n'existe que depuis que le parvis a été agrandi. Vous allez voir, quand on sort, on a une autre vision de la cathédrale. Alors, si vous voyez une vieille photo pendant la construction du parking, le niveau -1 n'est pas encore réalisé. Vous voyez ici la cathédrale. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a découvert les vestiges romains et qu'on a décidé de modifier le plan du parking. Les architectes sont inspirés de cette photo pour décider d'enlever le niveau -1, d'avoir une double hauteur sous plafond. On vient de rentrer par cet escalier que vous voyez ici. Vous voyez l'autre escalier jusqu'au bout. Et en fait, ce lieu, ce vestibule va permettre de créer une entrée plus agréable vers la crypte romaine et surtout d'ouvrir vers la Seine. Si vous voyez l'entrée vers la crypte. Et si de l'autre côté, vous voyez le quai de la rive gauche en face, une ouverture sur la Seine qui va amener la lumière naturelle dans ce sous-sol. Et si quand on sort, en fait, on retrouve le niveau du parvis du XIIIe siècle, parce que la cathédrale était construite plus haute, et surtout, on retrouve cette vue ascendante qui était la vue voulue par les architectes de Notre-Dame, parce qu'il y avait le bâtiment juste autour. En fait, la parvis était très réduite, et l'idée, c'était de lire la cathédrale, ce livre de pierre, du bas vers le haut, vers le ciel. Du coup, on retrouve cette volonté architecturale d'il y a 800 ans en sortant du vestibule. Ici, vous voyez la façon qu'on amène la lumière naturelle à travers ces ouvertures, sans ouverture sur le parvis même. On garde les vues sur la cathédrale en plantant les arbres derrière les arbres existants. Ici, vous voyez aussi la placette arborée qui met à distance la voirie, la préfecture de police et qui crée ce mouvement vers la clairière du parvis. Là, vous voyez le cerisier du Japon existant, les arbres qu'on ajoute pour créer ce parc linéaire avec des pelouses praticables. C'est un des seuls lieux à Paris où on a une pelouse le long de la Seine sans avoir de la voirie. Et du coup, ça nous donne une sorte de silhouette paysagère spécifique le long de la rue du Cloître Notre-Dame haussmannien, avec une hauteur constante, tandis que dans le parc des Berges, on va utiliser la silhouette pour ouvrir des nouvelles vues sur le monument, la sacristie, le presbytère, mais aussi le rosace du transept. Du coup, de façon à utiliser le végétal pour cadrer des vues sur les monuments. On arrive vers la pointe de l'île.
où on va retrouver l'ancienne forme, ça a été montré tout à l'heure, de l'île avant la création de la pointe pour mettre la clôture là où auparavant l'île s'arrêtait. Il y a l'agrandissement du square par la suppression des stationnements. On va augmenter aussi le nombre d'arbres ici et on va préserver évidemment le square, pardon, le mémorial de la déportation de Pingusson. Voilà les images qui ont été montrées auparavant, mais c'est cette île qui cherche sa forme à travers le temps. On a étudié aussi le plan de Pingusson très attentivement pour repositionner la clôture perpendiculaire à l'axe du bâtiment. Bâtiment qui se positionne magnifiquement entre le chevet, parce que l'axe va du chevet de Notre-Dame vers la Seine, très, très, très fort geste symbolique, qu'on va renforcer en positionnement la clôture ici et l'agrandissement qu'on voit ici du square de l'Île-de-France, le square Jean 23 qui sera conservé tel quel, et le parc des Berges qui arrive ici pour continuer cette promenade le long de la Seine. Du coup, en jouant sur les arbres pour apporter de l'ombre, sur l'évapotranspiration pour réduire la température ressentie, sur l'évaporation de cette fine lame d'eau, mais aussi en canalisant les vents qui arrivent avec la Seine, qui amènent la fraîcheur sur le parvis, on a voulu créer une sorte de constellation de microclimat autour de la cathédrale, et surtout, on a voulu inviter les visiteurs de faire le tour de la cathédrale, de pas seulement faire la queue pour rentrer et puis partir, mais de découvrir la cathédrale et les autres monuments qui sont tellement exceptionnels sur cette partie de cette île. Et pour tester, pour vérifier nos propositions, on a fait des simulations de la température à la surface, à l'air, et le UTC ICE, qui est le Universal Thermal Climate Index. En gros, la température ressentie, ce que le corps humain ressent, entre le moment de la conception et, bon, avant c'était 2027, maintenant c'est 2028, le projet, et on voit justement l'évaporation qui amène de la fraîcheur. On voit les arbres, on va planter 100 à 120 arbres, en plus des 180 arbres qui existent déjà, qui apportent plus d'ombre, plus de fraîcheur, et du coup, c'est ça qu'on va vérifier dans 4-5 ans, le potentiel de rafraîchissement qu'amène le projet. Et ce rafraîchissement, selon nous, est important pour permettre les usages qu'on avait imaginés. Et du coup, cette image un peu boostée dans le vert, si j'ose dire, pour montrer que cette façon-là, l'île de la Cité devient une véritable île de fraîcheur. Merci beaucoup. Merci Bas pour cette présentation, et puis il nous a permis aussi de voir un peu toutes les fils que vous avez tirés pour renouveler ces figures existantes et partir de l'existant, mais pour réinventer un nouveau projet des abords. Je vais demander à Jean-Philippe s'il a déjà des questions, ou s'il y avait aussi nous-mêmes, ça nous suscite des questions mais qu'on vous posera, mais déjà Jean-Philippe va pouvoir relayer des questions qu'on a pu recevoir. Alors peut-être avant les questions qu'on a reçues, moi je voulais poser une question à Avila sur l'équipe que vous avez mobilisée, les spécialistes que vous avez mobilisés pour cette étude. Pourquoi vous les avez choisis eux et qu'est-ce qu'ils ont apporté dans cet exercice du diagnostic? Alors, on cherchait vraiment des compétences croisées, donc une équipe qui puisse avoir à la fois un regard historique, donc avec un spécialiste architecte du patrimoine, ça, c'est important. Aussi l'aspect paysager, mais pas que connaissance des végétaux. On parle vraiment de paysages tels que perçus à hauteur d'homme. Donc ça, la présence d'une paysagiste qui, en plus, avait cette casquette
jardin historique, qui pour nous est indispensable parce que c'est aussi un autre regard. Ça permettait de croiser avec. Voilà. Et après, l'expertise arboricole. Donc, c'était la synergie de ces trois compétences. Donc, les trois professionnels qu'on a choisis, pour nous, on travaillait voilà, en interaction pour aboutir à cette étude qui n'est ni seulement une expertise arboricole, ni seulement une étude historique, mais qui est le croisement de tout ça. Et donc, pour nous, c'était passionnant et ils ont fait un travail remarquable. Alors, juste rapidement, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, c'est une question de Monsieur Bardou, comment est mesuré l'indice de canopée? Alors, l'indice de canopée, donc je pense qu'il y a certaines villes qui ont déjà fait ce calcul, en Europe et en France aussi, hein. C'est à partir d'orthophotos. Alors, ça peut être des photographies satellites ou aériennes. Et à partir de là, donc, c'est la mesure. J'avais montré un petit schéma, mais donc, c'est la projection au sol du branchage des arbres. Donc, c'est simplement, on mesure les mètres carrés qui sont couverts par le feuillage des arbres. Donc ça se fait à partir de logiciels, etc. Il y a des experts qui sont capables de faire ça, soit sur un très grand territoire, soit justement à l'échelle d'un site. Et après, si on veut extrapoler pour un projet futur, donc là, je vous ai dit, c'était vraiment un titre expérimental et on voulait juste donner une petite idée. Mais donc là, il faut regarder arbre par arbre, l'essence, le type de développement, et en fonction, se donner une surface moyenne pour chacun de ces arbres. Et en faisant la somme, on a une idée à maturité de la surface qui sera couverte. C'est un peu comme ça. Très bien. Justement, concernant Vas-y, Marie. les essences, je rebondis sur ce sujet pour poser la question à Abbas Smet. Il y a des questions autour du choix des essences que vous avez choisi de planter, sur les critères aussi. Est-ce que c'était en lien avec justement des critères en lien avec la biodiversité? Enfin, en tout cas, nous parler un peu des nouvelles plantations complémentaires à celles existantes que vous conservez. Oui, on est en train de discuter avec la DEV quel type d'espèces à planter. Évidemment, on cherche à être indigène, mais trouver des arbres plus climatiques qui permettent de survivre des périodes de sécheresse plus longues, l'augmentation de température. Du coup, c'est un travail en cours. On est en avant-projet en ce moment, mais du coup, on est en collaboration très étroite avec la DEV qui elle, se pose les mêmes questions pour toutes les plantations que la ville est en train de faire à Paris. Quelles espèces planter? Du coup, je ne sais pas si vous savez, mais dernièrement, dans les Tuileries, on a ajouté un alignement. On a opté pour le micocoulier, Celtis australis, qui est plus un arbre du sud habituellement, mais avec lesquels on remplace les platanes un peu partout en France. Du coup, voilà, on essaye d'ouvrir un peu le débat et de voir avec eux lesquelles espèces sont le plus appropriées pour ce site. D'accord. Et l'aspect gestion aussi est anticipé en lien avec les services de la DEV, gestion future, j'entends des structures végétales que vous proposez dans le projet? Absolument. Et qui dit gestion dit aussi eau. Du coup, on est en train de voir que le fait qu'on a ce parvis étanche et qu'on a le stockage d'eau, on est en train de calculer le besoin pour faire marcher la fine lame d'eau euh, et, et peut-être le surplus qu'on peut utiliser aussi en été pour arroser. Du coup, il y a à la fois le réseau d'eau non potable, il y a l'eau de pluie qu'on peut stocker, il y a l'eau de toiture qu'on est en train d'évaluer. Du coup, on essaye de plus en plus, quand on fait des projets ici ou ailleurs, on essaye d'imaginer l'autonomie de ces végétaux et de créer vraiment de fosses de plantation qui permettent aussi de capter l'eau de pluie. Du coup, on essaye d'être vraiment expérimental et exemplaire en même temps. Et ce qui n'est pas évident sur un site où il y a évidemment beaucoup d'archéologie, il y a aussi toute la stabilité du sous-sol. Du coup, voilà, on est en discussion avec toutes les instances pour trouver la bonne façon de le faire. Peut-être une question pour vous, Bass. On voit quand même dans votre projet que vous avez de la tendresse à peu près pour tous les thèmes, hein, les usages, les matériaux, l'écologie, bien entendu. Cette tendresse aussi pour les figures urbaines que je trouve assez fascinant. Vous avez évidemment respecté tous les enjeux de cadrage, etc.
et peut-être, et sur le projet, puis peut-être sur une vision un peu plus globale sur votre travail en général, comment vous digérez en fait, puisque c'est notre thème aujourd'hui, toutes les études historiques préalables dans votre processus de projet? Et en tant que paysagiste, Non, parce qu'évidemment, vous faites la synthèse avec votre travail. oui, quand on travaille sur un site aussi important que le Paris Notre-Dame, on, on, on essaye de, comment dire ça, on essaye de comprendre la vocation du lieu. Et en allant vers le passé, on peut imaginer, on peut mieux imaginer son futur. Et c'est pour ça qu'on n'a pas essayé d'inventer une composition. On a essayé de dire, avec ce qui est là, comment on peut le faire évoluer vers son futur euh, évident. Et mon espoir serait que dans 10 ans, celui qui se balade sur le parvis, il aura l'impression que ça a toujours existé, en fait. Du coup, on se met vraiment au service de la conception pour que la cathédrale puisse encore mieux être visitée, compris. Et du coup, c'est un vrai travail de humble, je dirais, de comprendre l'existant à partir de ce qui est là, de ce qu'on avait déjà imaginé. Par exemple, quand on reprend l'ancienne forme de l'île, on révèle quelque part cette, 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 euh, cette île qui est toujours en transformation. Du coup, on essaye de s'inscrire dans cette longue transformation de 2000 ans qui marque ce site remarquable. Et dans ce sens-là, on essaye toujours de dire c'est quoi la ligne la plus juste pour l'ensemble. C'est une sorte d'épuration qui s'inspire de toutes ces couches. Et comme ça a été très bien dit par Avila, il y a pas une, il y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Même la cathédrale, Victor Hugo disait que c'est un monument en transition. Tout est en transformation et du coup, on essaye d'amener avec le projet de le faire évoluer tout en sachant que dans 50 ans, dans 100 ans, il changera encore. Du coup, on fait pas une étape finale, on essaye juste d'aider cette transformation, de l'accompagner quelque part. J'ai peut-être une question qui est à la fois pour tous les deux, que je vous reporte. C'était la question sur comment se sont passés vos échanges avec les instances patrimoniales, les architectes de bâtiments de France. Et donc, quelque part, c'est côté ville de Paris, entre les services, c'est le service des espaces verts, mais avec ceux aussi à la ville de Paris qui sont chargés du patrimoine, et vous-même, Basmet, avec vos interlocuteurs au cours du projet pour justement cette évolution des figures, enfin, voilà, nous parler un peu de ces échanges que vous avez pu avoir, et enfin que vous avez toujours, puisque vous êtes en phase projet. Oui, faut dire que le dialogue compétitif était très bien organisé. On avait toute cette information historique, patrimoine, végétal. On avait beaucoup de lectures au début de ce dialogue qui a duré 10 mois. Et pendant cette période, on a eu 2 jurys d'ailleurs, qui nous a permis aussi d'avoir une première réaction des membres du jury. Maintenant, on a eu aussi des ateliers avec la ville. Et du coup, c'était vraiment un moment de partage, de, de proposer des idées, de les affiner. Du coup, c'était déjà le concours, je trouvais que c'était très intéressant qu'il y avait ces moments de dialogue. Aujourd'hui, on travaille toujours avec l'architecte de bâtiment de France et on essaye de se voir souvent et de vraiment faire évoluer le projet ensemble. C'est pas juste à la fin on demande alors est-ce que ça vous va ou pas, mais de discuter parce qu'il y a des choix à faire et comme l'histoire est tellement riche, il faut débattre. Et du coup, on essaye de garder je parlais de cette intelligence collective autour du projet, avec nous comme concepteurs, mais avec la ville et avec tous les spécialistes autour. Et c'est ça qui rend le projet tellement passionnant, c'est qu'on on connaît pas la vérité, nous, et on essaie de le construire ensemble. On a justement deux personnes qui nous demandent par rapport aussi aux autres équipes qui ont pu concourir à vos côtés dans ce dialogue compétitif. Est-ce que vous pouvez nous dire qui elles étaient, ces équipes? Je ne sais pas si vous avez l'information.
Avila? Ça, je laisse à Avila Tourny. Ah oui, oui, si vous voulez. Il y avait 4 équipes donc, qui avaient été retenues dans le dialogue compétitif. Et donc, 4 équipes qui ont travaillé voilà, dans les modalités que Basmet vient d'énoncer pendant 10 mois, avec des jurys, une adaptation des projets. Et il y a une exposition finale avec les 4 lauréats, les 4 retenus pour le dialogue compétitif et ensuite le projet lauréat. Voilà, donc moi je vous renvoie plutôt à la page qui détaille tout ce processus, c'est plus riche. Et voilà, je ne vais pas citer tous les 4 concurrents qui ont fait des présentations et des projets remarquables également. Voilà. Peut-être une dernière question pour Bass qui doit s'en aller dans pas longtemps, mais et qui fusionne plusieurs questions. Mais moi, je voulais savoir, je suppose, même si ça avait l'air super, hein, toute la fabrication et tout ça, qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes. Et je me demande, peut-être en insistant un petit peu sur le fil d'eau, là, quelle place vous arrivez à donner à la poésie dans un projet qui est aussi contraignant? Et est-ce que vous pouvez justement développer un petit peu cette histoire de fil d'eau là qui est très très beau? Là, on voit l'enfant là qui avance jusqu'à la cathédrale. Et comment il fonctionne techniquement? Est-ce que vous pouvez passer un peu de la poésie à la technique? Oui, au départ, je me disais comment rendre le parvis agréable en été. Mm. On a 40 mètres sur 100 mètres, du coup on a 4000 mètres carrés d'espace minéral. C'était évident qu'on ne pouvait pas planter les arbres pour 3 raisons. Il y a la vue protégée, justement le coin de vue de l'ABF, mais aussi il y a la crypte romaine, du coup il n'y a ni l'espace ni l'importance pour ajouter des arbres. Et troisièmement, il y a 275 événements par an organisés sur le parvis. Du coup, c'était un parvis minéral. En l'imaginant comme une clairière, déjà, je trouvais ça important. C'était une clairière, du coup, il y avait de la vie autour. Et puis, en fait, on s'est vraiment inspiré de ce réseau d'eau non potable qui caractérise Paris, qui a été construit, j'imagine, avec Haussmann et Alphand, pour alimenter les parcs et les jardins, mais aussi pour nettoyer les rues. C'est assez unique ce que vous avez à Paris, d'ouvrir les vannes, de faire couler l'eau et de nettoyer les rues. Et on s'est bien rendu compte pendant les canicules que quand on ouvre les vannes, ben la température ressentie descend. Et du coup, finalement, c'est quelque chose qui se fait au quotidien à Paris, mais qu'on applique sur 40 mètres de long en laissant couler cette lame d'eau. Après, évidemment, on a fait de la recherche, on a vu que ça a déjà été fait à une échelle plus petite, qu'il y a des rues aussi en Allemagne qui ont des petits caniveaux d'eau pour descendre la température, qu'au Japon, il y a même un sorte de rituel que le jour le plus chaud, chacun va chercher un bol d'eau dans sa cuisine et les jette ensemble en portant un kimono spécial. Comme toujours chez les Japonais, c'est toujours fait avec beaucoup de classe. Ils jettent ensemble ce bol d'eau sur la rue et hop, il y a cet effet adiabatique, cet effet de rafraîchissement par l'évaporation. Et du coup, on a fait un échantillon. Maintenant, on est en train de le tester avec les dates qu'on a choisies. Mais du coup, c'était cette idée de s'inspirer de nouveau de l'existant, de cette spécialité parisienne d'avoir ce réseau d'eau non potable et de le faire évoluer vers une astuce pour refroidir l'espace. Du coup, la poésie se trouve pour moi dans la transformation de quelque chose qui est déjà là vers autre chose. Concernant le parvis, quel est le matériau? Et on a une question pour repréciser quel a été votre choix de matériau pour ce parvis. Alors, je me suis battu, ou je me bats toujours pour avoir une pierre calcaire pour être en lien avec la façade. Habituellement, à Paris, les places sont faites en granit et les monuments en calcaire. Mais ici, je ne voudrais pas avoir le côté gris-bleu, justement pour créer quelque part cette exception. C'est un lieu exceptionnel. Euh, et du coup, on a essayé de le réaliser en calcaire. Ouais.
Je vois aussi, il y a plusieurs questions qui tournent autour de. Ben, merci pour la réponse, pardon. Mais plusieurs questions qui tournent autour de si les riverains, habitants, enfin en tout cas, est-ce qu'ils sont été associés à certaines des étapes, soit préalables à Villa dans les études préalables ou maintenant avec la phase projet. Absolument, ils ont été associés dans les études préalables. Il y a eu une commission des citoyens qui aussi, on les a rencontrés lors du concours dans les ateliers. Ils avaient leurs représentants dans le jury. Du coup, les riverains ont été associés du début du concours et même maintenant, on les a vus il y a quelques temps pour expliquer le projet. Du coup, ils font absolument partie justement de ce groupe qui réfléchit le projet. Merci. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu avais vu une autre question. Enfin, il y a plusieurs questions autour des financements, enfin, le fait de se rendre compte que toutes ces étapes, enfin, on imagine que ça a un fort coût. Mais en tout cas, je ne sais pas si sur votre page à Villa, il y a des notions aussi de coût de ces études, à la fois des études préalables ou des étapes aussi du dialogue compétitif, du montant global du projet. Enfin, voilà, il y a des questions qui tournent autour de et est-ce qu'il y a eu des aides? Enfin voilà, savoir comment comment Ouais. se finance un tel projet. Tout ça est public, hein, effectivement. Donc, vous trouverez l'ensemble sur paris.fr. Je pense que c'est. Oui, on a On a mis partagé le lien. déjà le lien de la page Ouais. du projet, donc voilà, en tout cas, c'est des informations que les participants pourront trouver là. Ça, Mm. très bien. Et même les études amont sont publiques. Et Basmet, c'est le montant du projet global, vous Oui, c'est l'avez un en projet tête? à 50 millions d'euros, D'accord, merci. Voilà, ça donne ce déjà qui est une. très peu comparé avec la rénovation de la cathédrale. Hein. Je le précise, on a l'impression que c'est beaucoup, mais finalement, c'est juste. C'est souvent le cas avec les projets d'aménagement extérieur, Malheureusement, oui, comparé, malheureusement, oui. comparé au projet des bâtis. Jean-Philippe, tu as Ouais, une autre question? peut-être pour terminer sur autre chose que sur le prix, et qu'on sait que Basmet s'en va bientôt. Juste une petite question, alors qu'elle a l'air peut-être anecdotique, mais vous nous avez beaucoup parlé des arbres. Est-ce que vous pouvez, sans trop développer, après on vous libère, nous parler de la strate un peu plus intermédiaire et de la strate basse dans le projet? Est-ce qu'elle a compté dans la fabrication du projet? Oui, elle va être installée dans le parc des Berges, pas sous les alignements autour du parvis, parce que là, on veut garder aussi une sécurité avec une grande visibilité, mais dans le parc des Berges, nous sommes en train d'étudier si on peut avoir les différentes strates pour augmenter la biodiversité. Ok. Et donc, là, on va vous libérer, je pense. Je me rends compte que le lien de la page de la ville de Paris qu'on a partagé n'est pas le bon, visiblement. Quelqu'un nous le signale, mais on vous mettra le bon. Peut-être que le lien qu'on avait a peut-être changé depuis, mais on vous partagera à l'issue le bon lien. Je m'en excuse. Il y a eu peut-être un petit. C'est le bon lien là maintenant. Ah d'accord, très bien. Merci en tout cas. Excusez-nous, on avait certainement une erreur de notre côté. En tout cas, voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Encore merci à tous les deux d'avoir pris de votre temps pour partager ce projet emblématique avec nous. C'était, je trouvais très intéressant et on voit au nombre de questions aussi qu'on a reçues que ça a suscité un vif intérêt. Et en tout cas, voilà, je vous remercie encore et puis je souhaite à tous une bonne poursuite de journée. À bientôt. Au Merci à revoir. vous. Au Au revoir. revoir.